dans la pratique, l'agilité, on doit faire ça comme ça. Moi j'ai essayé chez tel client, ça passe pas. Moi chez moi non plus ça passe pas. Et voilà comment moi j'ai réussi à amener la chose. Il y a la théorie, il y a la pratique. En dev, je pense que c'est pareil. L'agilité, c'est ça aussi. Dans le discours depuis le début, tu mentionnais que les collaborateurs d'Unis, même chez Eurotunnel, tu les reconnaissais quoi. Ouais. J'ai l'impression, est-ce que vous avez un signe de gang ou Vous êtes bien sur We Love Devs, on est sur YouTube, vous êtes sur les plateformes de streaming, vous écoutez le podcast, et je suis avec l'équipe d'Unis aujourd'hui. Alors à ma droite j'ai Jean-Charles, entre les deux il y a Nicolas et Alexis au bout. On va parler finalement de leur expérience chez Unis, on va parler de l'ensemble des caractéristiques de ce qui différencie Unis. L'idée c'est de savoir, vous, en passant ce moment avec nous, c'est de savoir si vous auriez envie de travailler avec eux, est-ce que vous auriez envie de travailler dans cette entreprise-là. Est-ce que c'est cool? C'est parfait. C'est carrément cool. Super. J'écris pas mes lancements, mais je devrais vraiment. Bon, c'est improvisé, c'est très bien. Pour moi, c'est naturel. Après, c'est le fil rouge. Après, a priori, tous les épisodes se ressemblent. On va faire la recette à la fin de cette émission. On fera la recette du bonheur des développeurs d'après Unis. Donc je vous laisse le temps de réfléchir. Pendant ce podcast-là, pendant l'enregistrement, vous aurez le temps de réfléchir. Est-ce que cette recette c'est une recette d'un gâteau? Est-ce que c'est un cocktail? Est-ce que c'est une ratatouille? Mais voilà, l'idée c'est qu'on va balancer plein d'ingrédients devant nous dans cette recette-là. Il faut que vous ayez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire à manger ou à boire ce soir, aujourd'hui, ce matin. Est-ce que c'est cool? C'est cool. Le premier sujet finalement, le premier sujet dont on voulait parler, finalement, c'était de savoir comment vous aviez découvert Unis, qu'est-ce qui vous avait plu au premier regard. Et sur ce sujet-là, je voulais l'histoire de Jean-Charles en particulier. Ouais, alors moi j'ai découvert Unis en fait à travers mes stages pendant que j'étais étudiant. J'ai fait 2 stages chez Eurotunnel en licence et première année de master. Et en fait, pendant mes expériences là-bas, j'ai travaillé avec des gens qui bossaient chez Unis justement. Et je connaissais pas du tout en fait, parce que en sortant de l'école, on connaît pas grand-chose au monde du travail. Et donc en fait, en discutant, j'ai trouvé que les gens étaient super sympas. Il parlait du Nice, il y a des soirées, des trucs comme ça. Et en fait, moi j'étais là, mais c'est vrai, de l'extérieur, je trouvais que ça avait l'air, super attractif. Et en fait, moi je me suis dit ok, moi je suis sorti du stage, je me dis Eurotunnel, franchement c'était cool, mais moi je me vois bien aller bosser chez Unis. Et au fur et à mesure, stage de fin d'études, j'ai fait ça chez Unis et j'ai été embauché par la suite. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et alors finalement, qu'est-ce que tu as identifié? Donc ils sont agréables. La vie d'agence te plaisait? Alors la vie d'agence, je la connaissais pas en fait, parce que moi je travaillais directement chez Eurotunnel, donc en fait c'était que par intermédiaire que je vivais un peu Unis par procuration au départ, et c'est ça qui m'a donné envie en fait. Et donc après j'ai fait l'entretien, et c'est vraiment quand je suis arrivé en stage de fin d'études où j'ai commencé à vraiment expérimenter par moi-même la vie d'agence. Et oui, au final pour moi ça s'est un peu concrétisé comme ça. J'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose qui me plaisait quoi. Donc la vie d'agence, c'est aussi ce que tu as pu observer. Est-ce que c'était le fait que dans cette vie d'agence, ils ont l'opportunité de créer des liens, ils font partie d'un groupe? Ouais, mais en fait, c'était quelque chose alors on n'était pas dans les locaux qu'on a actuellement, c'était quelque chose de beaucoup plus petit, donc forcément, il y avait plus de proximité. On était moins nombreux aussi, mais en tout cas, il y avait vraiment cet aspect de proximité en fait où tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, tout le monde, c'était un peu je sentais pas vraiment les codes d'entreprise comme on peut se dire de l'extérieur, comme on peut s'imaginer ça de l'extérieur, et ça faisait qu'il y avait vraiment du lien entre les personnes. Ouais. Alors t'as parlé de proximité, vous m'avez dit que Unis c'était une entreprise à taille humaine. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous une entreprise à taille humaine? Pour moi, c'est simple, c'est à partir du moment où on connaît ton nom et ton prénom, et que t'es pas un numéro, et que quand on te croise, on dit ah oui, comment tu t'appelles déjà? Je pense que déjà de là, on est sur quelque chose à taille humaine, quoi. Alexis, Nicolas, comment vous le vivez vous au quotidien concrètement? Moi c'est simple, c'est la proximité qu'on peut avoir avec ne serait-ce que nos commerciaux, c'est nos premiers interlocuteurs. Mais pour autant ça ne se limite pas qu'à eux. Nos DG sont aussi disponibles, les RH, les secrétaires en fait
quand on va à l'agence, moi je suis en prestation chez les clients, mais quand je vais à l'agence, je suis toujours content de voir des gens, quoi. J'essaye toujours de faire le tour des bureaux, dire bonjour aux gens que je connais. Alors je connais pas tout le monde forcément, mais par autant on connaît quand même pas mal de monde. Quand on va à l'agence, on n'est pas perdu. Et c'est simple de parler, de discuter, et pas forcément boulot, surtout. C'est ça. C'est à partir du moment avec nos collègues, et si on ne parle pas le boulot, c'est que déjà il y a une certaine proximité. Ouais. On a d'autres sujets que le boulot. J'ai exactement le même ressenti. En fait, c'est moi je suis 4/5e chez le client, 1/5e à l'agence. Donc en fait, j'ai la chance de pouvoir venir 2 demi-journées par semaine à l'agence et de voir du coup du monde un peu différemment en fonction des journées où on est là. Ce qui est hyper bien, c'est que comme ils disent, c'est que tout le monde est accessible, que ce soit les développeurs qui soient dans l'entreprise ou que ce soit les DG ou ton manager. Tout le monde est accessible là et tu peux discuter avec ou tourner un café, aller le voir dans son bureau si le déranger, ça dérange jamais personne en fait. Et ça c'est quand même hyper impressionnant. Surtout depuis qu'il y a les nouveaux locaux et là l'espace pause il est plutôt sympa et parce que vous êtes passé, prendre un café c'est sympa. Quand Jean-Charles vous a rejoint il y a 10 ans, vous étiez 110-120, aujourd'hui vous êtes de 150 à 280. Vous avez changé de locaux entre-temps pour ça? On a changé. Avant, on était au-dessus de Kiabi, en face de V2 à Villeneuve-d'Ascq. Et alors maintenant, on est toujours à Villeneuve-d'Ascq. Et maintenant, on a l'étage complet. Et on s'est agrandi 2 fois, je pense, depuis qu'on a changé de locaux. Et c'est super sympa. Enfin, les locaux, c'est devenu quelque chose de vraiment sympa où on est content d'aller. Il y a enfin, dès qu'on passe un petit peu de moment, on est à l'aise et on aime bien y travailler. Avant, on était un peu serré, mais c'est vrai que là, on a vraiment une belle agence, quoi. Ouais, c'est un lieu de vie aussi. Et après, tu disais que tu connais pas forcément tout le monde dans l'agence. C'est normal, à 250 personnes, tu peux plus connaître tous les prénoms. Tout à fait. Mais t'as un a priori positif. Finalement, les gens sont un peu tous de la même trempe. C'est ça. C'est pas parce qu'on connaît pas les gens qu'on ne peut pas leur parler. En fait, quand on passe à l'agence, des fois c'est juste en coup de vent, donc effectivement on s'arrête pas. Mais pour y avoir passé des petites journées comme ça. C'est vrai que c'est sympa de voir l'ambiance qu'il y a et de s'asseoir à la table, manger ensemble. Et là, pour le coup, on mange avec des gens qu'on connaît pas vraiment, mais on passe un bon moment. Ouais, parce que tu fais partie du groupe, même si c'est des gens que tu connais pas, vous faites partie de la même équipe, quoi. Tout à fait. Ouais, puis après c'est justement l'occasion de faire connaissance. Hein. On est dans la même boîte, on est collègues et tout ça. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, bah ok, qu'est-ce que t'as fait avant, chez qui tu travailles. Enfin voilà, c'est quelque chose. On a forcément eu peut-être soit on a bossé chez le même client, ou alors on a eu des expériences. On était dans la même école ou des choses comme ça, peut-être à des années différentes. Mais au final, ça reste des bons partages, ouais. En fait, si on se connaît pas, c'est juste parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire connaissance. Ouais. Mais ces occasions-là, justement, on essaye de les créer. Ouais, vous n'avez pas eu l'opportunité de travailler ensemble sur des projets ou d'aller chez les mêmes clients, quoi. Ou d'être au même moment, même endroit, la même soirée, la même table. Bon, alors vous m'avez parlé des soirées agences, de la vie d'agence. C'est quoi l'animation d'agence concrètement? C'est quoi les derniers événements auxquels vous avez participé? C'est cette semaine. C'était cette semaine. Mardi soir. Enfin, mardi soir. C'était Break House. After Work. HTSM. Et c'est pareil, hein, il n'y avait pas d'objectif particulier, il y avait pas c'était pas une soirée officielle ou quoi que ce soit, c'était juste le but de se retrouver, passer un bon moment, on boit une bière, on mange en même temps, et puis voilà, c'est d'avoir des créer du lien en fait, hein. Des jolis polos. Ouais, des jolis pulls, pardon. Ouais. Avec tout le monde pull. Je réfléchis. Tu pourrais les mettre avec tes chaussettes. Ouais. Est-ce que le Covid, ça a affecté cette vie d'agence? Est-ce que vous êtes revenu à une vie d'agence d'avant, ou est-ce que vous avez changé des choses par rapport à avant? Alors moi j'ai connu Unis pendant le Covid. Du coup, je suis arrivé chez Unis pendant le Covid. Ouais, toi t'es le moins ancien de la table. Hein. Ouais, exactement. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. En fait, je suis arrivé, moi j'ai connu l'agence vide avec 2-3 personnes dans les bureaux. Ouais. Du coup, ça fait un peu bizarre effectivement au début quand on arrive dans une entreprise de dire merde, en fait, je vois pas grand monde. Ouais. Et maintenant c'est revenu à la normale, tout le monde est dans les bureaux et moi en tout cas je le connais comme ça, plus parce que je suis arrivé fin de Covid, donc fin de dernier confinement, donc le temps que tout le monde ressorte de chez lui et arrive au bureau, mais non il y a du monde, c'est vivant, il
il y a de tous les métiers. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a aussi de tous les métiers à l'agence tous les jours. Ouais. Donc on voit un peu de tout le monde qui travaille dans différents univers pour différents clients. C'est vraiment. Les métiers, on va en parler après, ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui se passe le midi à l'agence? C'est quoi l'animation? Les gens, ils font quoi? Je joue au baby foot. Il y a la console aussi. Console. Je sais pas si vous, quand vous êtes à j'ai l'agence, en vous faites activité, quoi? mais pardon. Vous, quand vous êtes à l'agence, vous participez à quoi? Il y a des jeux. Moi, j'ai fait 2-3 fois des jeux le midi. Il y en a qui jouent à des jeux de société, aussi, des choses comme ça. Ouais. Moi, généralement, je mange. Ouais, tu manges. C'est juste, je mange et je discute. Potentiellement, s'il y a des activités, pourquoi pas. C'est l'occasion aussi de retrouver des collègues qu'on n'a pas vu depuis longtemps, parce que on n'est pas forcément sur les mêmes clients. C'est des gens. Enfin, moi, je me souviens de ça quand j'étais en stage justement chez Unis. On crée des affinités avec des gens qui sont aussi à l'agence, parce qu'au début, quand on arrive là, on connaît personne, donc on essaie de créer des affinités avec des gens. Et au fur et à mesure, quand tu recroises des gens, c'est eux avec qui tu rediscutes. Et comme il y en a qui sont principalement à l'agence, on essaie justement de discuter. De ces moments-là, donc autour d'un café, sur le canapé, tranquille, en disant voilà, ça avance tes travaux, tes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent, et c'est ça. Après, il y en a quand ils sont là plus longtemps, ça peut être effectivement la console, des jeux de société. Enfin, après, c'est un peu libre à chacun, quoi. J'ai l'idée qu'on essaie de peindre un décor. Ok. Et vous avez mentionné relativement le manager ou le commercial, ou la relation que vous avez avec la proximité. Ça, c'est un élément important dans la taille humaine ou dans la proximité, d'avoir une hiérarchie où tout le monde est accessible. Enfin, finalement, il n'y a pas 18 niveaux de hiérarchie. Ouais. Est-ce que c'est comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez le même manager depuis 10 ans? Non plus. Oh oui, mais ça fait qu'un an et demi. Depuis un an et demi. Comment ça s'est passé finalement? Parce que le nouveau manager que tu vas avoir, tu le connaissais peut-être déjà avant. Je veux bien savoir comment vous avez créé la relation de confiance avec cette personne, tu vois. Moi, je dirais que la relation, en fait, elle se fait comme ça se fait dans beaucoup de SN. On a des entretiens annuels, voire trimestriels, avec des fois notre commercial et le client. Et quand on vient d'arriver, forcément, la première fois, on sait pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement, c'est un bon moment où on a été content d'y aller. Des fois, on a même le droit de se faire inviter au resto par notre commercial. Au point que je dis des fois, mais maintenant c'est une règle. Si on ne m'invite pas, on va plutôt faire la tête. Et en fait, pendant cet échange-là, c'est pas un piège. On y va, on est confiant. On sait que si ça se passe mal chez le client, ce qui peut arriver sur certaines missions, on va pouvoir le dire à notre commercial. Et c'est pas, il va dire, non, faut que tu t'adaptes, faut que tu changes. Le client a raison. Là, c'est un vrai dialogue. Il nous écoute et c'est comme ça qu'on construit la confiance. Donc moi j'ai confiance en mon commercial a confiance en moi, et c'est comme ça qu'on construit des relations longues avec les ESN. Moi me concernant, ça fait comme Jean-Charles, ça va faire un peu plus de 11 ans que je suis chez Unis, et la confiance c'est le facteur qui me fait rester. Toi Jean-Charles, du coup c'est similaire? Ouais, c'est similaire complètement. En fait, pour revenir justement sur l'aspect hiérarchique, en fait chez Nice, c'est, je vais pas dire qu'il y en a pas, mais c'est hyper condensé. En fait, on a nos commerciaux qui sont en fait nos managers, et en fait au-dessus, on a les directeurs généraux. On a effectivement les RH aussi, mais en fait, ce qui fait qu'on n'a pas un directeur d'agence, on n'a pas un manager de proximité ou quoi que ce soit, ce qui fait que si on a des questions, peu importe les questions, en fait, les portes sont ouvertes et on n'a pas à passer par 15 000 personnes pour avoir soit nos réponses ou d'échanger sur un sujet. Et donc, partant de là, l'aspect confiance, il est d'autant plus présent parce que c'est tout le temps les mêmes interlocuteurs, c'est des personnes qui nous suivent vraiment, et du coup ça facilite grandement les échanges en fait. Ce qui est appréciable aussi, c'est quand t'as une question à poser, ton manager est pas là, tu la poses à quelqu'un d'autre. Ouais. On va pas te dire va voir ton manager. Ouais. Voilà. C'est pas sectaire quoi, c'est non désolé, je m'occupe pas de toi. Tu parlais de la proximité avec la direction générale. Tu disais que tu pouvais facilement aller voir quelqu'un d'autre que ton manager. On n'avait pas t'envoyer en disant faut en parler avec ton manager de ça. Je voulais savoir un petit peu aussi la direction générale. Est-ce qu'elle vous met la pression sur des objectifs? Est-ce qu'il y a un grand master plan dans lequel faut rentrer? C'est quoi la stratégie de l'entreprise ou le grand plan de l'entreprise dans lequel on vous demande de rentrer, quoi?
Nous personnellement, ça va être autour des communautés. Essayer de faire en sorte que ce qu'on pratique chez nos clients, on en fasse profiter nos collègues d'Unis, nos expériences, heureuses ou malheureuses, et qu'on en parle librement, et que si on a des petits trucs et astuces, qu'on en fasse profiter les plus jeunes dans l'entreprise ou les plus expérimentés qui n'auraient pas eu ce genre de cas de figure. Aujourd'hui, nous concernant, c'est principalement vers ça qu'on nous challenge. Après, de là parler de pression, on en est loin quand même. Hein. C'est plutôt, on a un peu carte blanche sur comment on veut s'organiser. C'est juste c'est notre vision, c'est on veut monter des communautés. C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une entreprise familiale dans la gestion? Plutôt, oui. Complètement. Oui. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, la direction, toutes les personnes de l'agence en fait connaissent notre prénom et connaissent au moins une bonne, voire la totalité de notre parcours. Et du coup, forcément, à partir du moment où on nous appelle par notre prénom et que on se souvient de certaines anecdotes ou de choses comme ça, oui, pour moi, c'est familial. Ouais. Ah, ok, cool. Les communautés, c'était justement le deuxième thème de ce podcast aujourd'hui. Alexis, du coup, toi, t'es venu en particulier pour monter une communauté ou le projet est venu juste après? C'est ça, non, je suis venu pour monter une communauté. Donc en fait, j'ai été recruté par Unis, c'est eux qui sont venus me chercher pour essayer de monter une communauté front-end, donc au sein de l'entreprise. Un métier qui n'existait pas il y a 1 an et demi dans l'entreprise, des développeurs full stack, des développeurs back-end, mais pur front-end, il n'y avait pas. L'idée, c'est de monter une communauté de développeurs passionnés qui ne font que du front, et donc de créer une équipe qui aujourd'hui est en majorité en régie chez les clients, mais à terme l'idée c'est que cette équipe elle soit capable de faire des projets aussi au mode forfait, des choses comme ça. Donc cette communauté l'idée c'est de communiquer ensemble, de partager, d'essayer de faire grandir tout le monde, aussi de montrer ce qu'on fait, parce que c'est un métier où dans l'entreprise il est pas forcément connu aussi bien que d'autres métiers qui sont pratiqués depuis plus longtemps. Donc c'est une communauté où on partage, on fait des événements le soir, des after-work, des choses comme ça. On présente des sujets tech ou non tech, mais qui tournent autour du front, pur front. Et en fait, on essaye aussi de partager ça avec l'extérieur, pour montrer ce qu'on fait chez Unis, et montrer qu'on est des gens. Ça m'intéresse que tu aides, si tu peux donner des conseils aux gens qui sont dans le métier aujourd'hui, qui se positionnent en tant que full stack ou front-end finalement. C'est quoi la différence finalement entre le métier de front-end par rapport au métier d'un full stack, en admettant que les deux existent vraiment côte à côte dans un monde parfait, genre en quel moment, ou est-ce que c'est un choix de carrière d'être front-end plutôt que full stack par exemple, tu vois? Ouais, je pense que c'est un choix de carrière en fait. Et alors pourquoi on fait le choix de carrière et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on fait ce choix de carrière? Alors, ce que ça implique, je sais pas trop, parce que ce que ça implique, c'est. Je vais commencer par pourquoi on fait le choix. Moi, le choix de faire que du front, pur front, je l'ai fait parce que j'ai fait un peu de PHP au début de ma vie, j'ai fait un peu de back-end. C'est moi ça m'attirait pas vraiment parce qu'en fait, on voit pas visuellement le résultat est pas vu de ce que tu fais de trop. Je veux dire, c'est tu parcours. Moi, j'ai fait que du e-commerce dans ma vie. J'ai fait 15 ans de e-commerce. En front-end, tu vas faire une page HTML, tu vas faire du CSS. Ça se voit, c'est visible, c'est direct. Back-end, ça se voit pas. Le choix de carrière, moi, je l'ai fait comme ça. J'aimais voir le résultat de ce que je faisais à l'écran, visible pour des autres, et que les autres disent je suis été sur ce site et tout, c'était pas mal. Voilà, c'est ça qui a fait mon choix de carrière. Je pense que j'ai choisi le pur front et pas le full stack. Ouais, puis même en vrai, quand tu vas en entretien dans notre boîte ou quoi, tu peux dire tu l'as déjà utilisé mon site. Exactement. La deuxième question, c'était qu'est-ce que ça implique? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça implique même ça implique de faire des choix de techno, forcément. Du coup, bosser sur moins de techno, c'est moins varié, puisque si tu fais du full stack, tu peux faire un peu de front, en même temps faire un peu de back, donc sur des techno back, Java, PHP, ce que tu as envie. Alors que si tu fais du pur front, ça va se limiter très souvent au HTML, CSS, JS. Donc ça implique de faire des choix, de limiter ton choix de ton panel de techno sur lequel tu travailles.
Même s'il y en a beaucoup dans le front, qu'il y a beaucoup de choses, il y a tous les outils autour, voilà, mais ça limite quand même le choix des technos. T'as l'impression que ça limite le choix des technos? Est-ce que quand t'es développeur front-end, tu vas du coup mettre plus de métiers dans le front? Est-ce que tu vas travailler plus sur des clients lourds? Ou est-ce que tu vas travailler forcément, ou tu travailles en équipe avec des développeurs back? En fait, ma question, c'est que j'ai l'impression que les développeurs full stack, du coup, ils mettent le métier à moitié sur le back et à moitié sur le front. Quand t'es développeur front, tu sais que le métier, soit tu mets tout le métier dans le front et à ce moment-là, t'as une SPA ou un client lourd, tu vois. Ou alors tu dis, les mecs du back s'occupent du métier, moi je fais que la présentation, quoi. C'est ça qui se passe ou pas? Alors non, moi je le vois pas comme ça, parce que par exemple la plateforme sur laquelle je travaille, c'est une plateforme e-commerce sur laquelle on fait du front et du back, mais en Node.js, donc pur JS. Donc on fait pas de métier, on a des API qui s'occupent de ça derrière. Ouais. Mais en vrai, on a très peu de logique. On affiche des données en fait. Notre boulot, c'est d'afficher des données, des datas sur un écran. Ouais. Pour moi, c'est à partir du moment où tu fais ça, si tu fais du front, si t'affiches de la donnée, tu fais pas de back-end. Donc pour moi, t'es pas full stack, même s'il y a une petite partie de back-end qui est d'aller chercher des informations dans des API. Dans l'e-commerce, t'as souvent un gros framework e-commerce derrière, c'est ça? Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme framework e-commerce? Ça a dû changer en 10 ans aussi. Moi, j'en connais plusieurs. Ouais. Ibris, par exemple. Et Ibris, c'est devenu populaire? Ouais, il y en a quand même beaucoup, ouais, je pense. Ouais. Ok. Ouais, je comprends l'idée de manière générale, ok. Donc, quand on décide de devenir front, du coup, il y a quand même une notion de développer son expertise sur les technos du front. Exactement. Alors que quand on est full stack, on veut garder de la polyvalence. Il faut garder la polyvalence, exactement. Ok, cool. Alors du coup, vous m'avez mentionné plusieurs communautés. Vous m'avez dit qu'il y a une communauté front-end aussi. Donc front-end, c'est la tienne. Oui. Nicolas et Jean-Charles, vous êtes de la communauté agile. Ouais, tout à fait. Il y a une communauté back-end avec Kevin Porto qu'on a déjà vu sur We Love Devs. On mettra le i en haut à droite. Je sais pas si ça va se faire. On tente des trucs. Et pensez à créer une communauté AMOA avec Léa, c'est ça? Exactement. Ouais. Je crois que c'est dans les bacs, ouais. C'est dans les bacs. Prochainement chez vous. La communauté agile, comment ça s'est créé? C'est quoi l'histoire? D'où Parce que ouais, vous créez pas des communautés comme s'il y avait un master plan. C'est plus, c'est plus une opportunité, c'est ça? Alors la communauté agile, ça vient quand même d'une demande de nos commerciaux. On se dit, en fait, chez nos clients, on monte des communautés. Il y a des communautés agiles chez Kiabi, Leroy Merlin, Auchan, voilà, tous les clients qu'il peut y avoir, notamment dans le nord de la France et ailleurs. Ce serait bien que, nous, on y participe déjà à ces communautés-là. Autant faire la même chose chez Unis. C'est dommage de garder cette connaissance chez nos clients, alors que, en centre, à l'agence, il y a aussi des gens qui ont besoin de ces connaissances-là, de ces compétences. Donc voilà, c'est ramener la connaissance au centre du Nice et puis aussi faire se connaître les gens, parce que des fois on est en prestation pour plusieurs années, ça peut être 3, 4, 5 ans. C'est 5 ans chez le client où on est un peu éloigné de la société. On y passe de temps en temps, mais si on veut se connaître un peu plus, autant faire ça par le biais des communautés. Du coup, les communautés, ça vous permet d'avoir du partage de pratiques. Finalement, un client peut bénéficier de ce que vous avez appris chez un autre client via la communauté. Ouais. Partage de pratiques, d'expériences, d'outils, de tout. Et puis c'est ça, en fait, les expériences qu'on peut avoir chez un client sont pas forcément les pratiques qui se pratiquent du coup chez un autre client. Et du coup, le fait de faire cette communauté, ça permet justement d'échanger autour des différentes pratiques et de ramener ces expériences et puis de pouvoir capitaliser sur ça et après nous de pouvoir faire de la restitution et en faire bénéficier en fait les autres personnes de la boîte en fait. Ouais, donc c'est ça, il y a le fait d'agréger et de capitaliser sur cette expertise que vous développez en mission, le fait d'en faire bénéficier les clients, mais aussi le fait d'en faire bénéficier les collaborateurs. Ça devient un outil de formation, du coup, à la fin, la communauté. Ça fait, c'est un outil c'est même un outil de challenge, formation. je veux dire, parce que parfois quand tu vas présenter quelque chose que tu as fait chez un client, ça nous est arrivé 2 fois dans des événements qu'on a présentés en front, on a partagé autour d'un sujet et d'une pratique qu'on avait chez un client, et une autre équipe d'un autre client, du coup, qui nous faisait un retour en disant, nous on fait ça, mais ça a pas bien marché. Ouais. Et du coup, on a pu en échanger et peut-être du coup aussi adapter notre façon de faire de ce qu'on avait raconté. On a adapté ce qu'on faisait pour éviter justement d'arriver
là où ils en étaient arrivés eux avant, en fait. Ouais, alors c'est intéressant parce que sur la front-end et sur l'agile, c'est pas pareil parce que sur le front-end, effectivement, s'il nous dit on a essayé de l'implémenter de telle façon, les autres te dire nous on a essayé mais on a eu des problèmes. Bon bah voilà, c'est une vraie impasse. Quand on parle d'agilité, j'imagine que vous avez essayé un truc chez un client, ça a pas marché, mais peut-être ça peut marcher chez un autre, quoi. Tout à fait. Ouais. En fait, il y a l'aspect formation, il y a aussi l'aspect retour d'expérience. Ouais. C'est dire, dans la pratique, l'agilité, on doit faire ça comme ça. Moi, j'ai essayé chez tel client, ça passe pas. Moi, chez moi non plus, ça passe pas. Et voilà comment moi j'ai réussi à amener la chose. Ouais. Et il y a la théorie et la pratique. En dev, je pense que c'est pareil. L'agilité, c'est ça aussi. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on peut l'appliquer tel quel et le faire passer aux chausse-pieds. C'est pas une science pure pour laquelle on peut copier-coller un schéma et on dire ok ça a marché là, on va le mettre ailleurs. Il y a des choses en fait qui peuvent marcher à droite qui ne marcheront pas à gauche et inversement. Et du coup le but en fait c'est pas de dire voilà on suit cette ligne directrice parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est de partager en fait sur différentes pratiques, essayer des choses et puis tenter des expériences aussi. Hein. Ouais. Puis ça nous force aussi à rester humble par rapport à ce qu'on présente. C'est pas parce qu'on est leader de communauté qu'on est des experts. C'est-à-dire que si on nous met chez un client, hop, ça va forcément bien se passer. C'est pas la réalité, c'est pas ça. Ce qu'on veut montrer aussi, peut-être aux plus jeunes, à ceux qui voudraient se lancer, c'est que on continue à avoir des échecs, mais de ces échecs-là, on les partage et on essaye de trouver peut-être une autre façon de faire, de partager là-dessus. Je viens de tilter, mais c'est pas parce qu'on est dans la communauté agile qu'on est forcément un coach agile en prestation chez le client. Et puis on n'est pas forcément expert non plus. Hein. Ouais. Nous, alors la communauté, peut-être que de prime abord, on pourrait croire qu'elle ne s'adresse qu'effectivement qu'aux coachs, qu'aux Scrum Masters, qu'aux PO, etc. Mais non, ça s'adresse aussi aux développeurs qui veulent se faire une conviction de ce qu'est l'agilité dans le monde du travail. Dans la pratique. Aujourd'hui, quand t'es développeur, on te demande d'avoir 18 expertises différentes. Maintenant, on nous demande d'être expert en sécurité, en plus d'être agiliste, en plus de savoir faire des tests et la qualité. À la base, c'était 5 métiers différents. Le développeur, maintenant, il doit avoir le niveau de maîtrise minimum dans tous les métiers, quoi. Ouais. Donc la communauté, elle aide à avoir ce niveau d'expertise-là, quoi. Puis c'est aussi les rassurer parce que pour avoir travaillé avec plusieurs développeurs de plusieurs générations différentes, des fois c'est mal vécu. Hein. L'agilité, c'est vraiment, c'est imposé et on doit y aller. Ouais. C'est un peu forcé des fois. On a l'impression que c'est. Nous, on aime bien mettre les hauts là-dessus, dire non, mais attendez, peut-être que si vous l'avez mal vécu, c'est parce que aussi on vous l'a mal expliqué ou vous avez pas compris ce que c'est. Après, l'agilité, ça a été. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi en mode l'agilité, c'était un truc où le lundi, je m'engageais à faire des trucs. Si j'étais en retard le jeudi, je faisais du travail supplémentaire. On est d'accord. Hein. C'est-à-dire que à la base, l'agilité, quand je l'ai appris à l'école, c'était comment faire en sorte de créer plus de valeur pour le client et d'être agile pour créer de la valeur client. On faisait de la business value. Quand je suis arrivé en entreprise, il y avait plus la business value. Je l'ai jamais vu. Oui, ouais, disparaît. Par contre, chiffrer les unités de tâches au quart d'heure près. Ça, on le faisait. Ouais. Donc, du coup, en fait, l'agilité était devenue une maîtrise de productivité, quoi. Tout à fait. L'agilité au chausse-pied, c'est ça. Ouais, l'agilité au chausse-pied. Il y avait cette idée-là. Et alors, facilement, à la fin du projet, comment vous avez fait pourquoi il y a 200 jours hommes de chiffrés dans le CRA et on avait 80 dans le projet? Parce que chausse-pied, on a rentré 120 jours, quoi. C'est tout à fait ça. Et alors avec Jean-Charles, justement, on a des expériences communes où au début, c'était un peu ça. Et au fil des années, on a réussi à amener quelque chose d'un peu plus agile. Ouais. Mais pourtant, on a appelé ça l'agilité du début à la fin. Dans les faits. Ça, c'est lié aux transformations, en fait, où il y a des boîtes qui disent, ok, on voit que le système dans lequel on bosse, ça marche pas. Il y a d'autres choses qui se font. On va essayer de mettre en place l'agilité. Donc, ok, on fait une transformation. Mais, avec toujours, en fait, je vais pas dire des mauvaises habitudes, mais des ancrages, un peu historiques qui sont un peu, en contradiction avec les principes de l'agilité. Donc en fait, on essaye de faire rentrer de l'agilité dans quelque chose qui n'en est pas vraiment. Et donc, c'est comme l'agilité, hein, on doit s'adapter, faire de la contorsion et tout ça. Et ça, est-ce que tu veux mettre des process sur l'adoption de l'agilité, quoi? C'est genre avec des. Il a réagi beaucoup plus rapidement. Effectivement, lui, ça lui a rappelé un sujet. Justement, c'est parce qu'on a des expériences différentes. Ouais, c'est.
Donc voilà, on est obligé de composer avec ça. Tu aimes bien mettre en place safe chez le client Non. Et les communautés, c'est aussi pour partager, parce que des fois, on peut pas forcément dire tout ce qu'on a sur le cœur chez le client. Ouais. Quand on est dans la communauté, a priori, il y a plus de jugement. Et ça, du coup, on en parlait en prépa. Effectivement, est-ce que quand t'es un dep, il se passe des trucs chez le client, tu t'en parles à personne. Enfin, moi, je peux en parler à ma femme le week-end, mais on s'en fout, quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil que quelqu'un qui connaît le métier et qui a peut-être vécu des choses similaires. Donc, effectivement, un des échappatoires quand t'es free, c'est d'aller au jug ou un truc comme ça pour vider ton sac autour d'une bière. Vous pouvez le faire de manière constructive dans une communauté. Est-ce que c'est vraiment faire partie de ces communautés-là, c'est une raison de venir dans le SN plutôt que d'être indépendant pour vous? Ça apporte beaucoup de choses. Effectivement, en étant en ESN, il n'y a pas besoin d'aller forcément à des événements dehors. Il y a pas ce besoin-là, parce que quand on va faire des events le soir sur un retour d'expérience, la mise en place d'une pratique innovante, ce qu'on a pu voir à l'Agilite par exemple, qui s'est déroulé en juin. Après cet événement-là, après cette présentation-là, on est toujours sur place et après on peut discuter. Et on peut discuter des sujets qu'on a abordés, ou de dire tiens, d'ailleurs, je vois que tu as travaillé chez tel client, ça s'est passé comment? Parce que moi, j'ai eu cette expérience-là. Et puis voilà, les langues se délient et on vide le sac. Ça fait aussi du bien de pouvoir lâcher prise un peu et d'avoir quelqu'un à l'écoute. Est-ce que du coup les communautés, ça vous améliore aussi dans votre geste pro? Vous avez l'impression de progresser grâce à la communauté? Moi, je trouve que oui, parce que justement, quand on est chez le client, on applique des choses sur lesquelles on a l'habitude de faire et tout ça, et le fait en fait de faire des retours, enfin des échanges sur certaines pratiques, on se dit c'est vrai, mais j'ai pas pensé à ça. Ce que t'as mis en place toi ou ce que t'as expérimenté, je peux peut-être essayer de l'appliquer chez moi et ça peut peut-être m'aider dans mon quotidien ou m'aider sur tel projet ou sur la vie de l'équipe ou sur des choses comme ça. Et ce qui fait que c'est par l'expérimentation aussi qu'en fait ça peut nous apporter au quotidien en fait. Ah, je comprends. Et est-ce que c'est vécu différent, parce que toi t'es animateur dans la communauté, donc pour animer la communauté ça te pousse d'ailleurs toi-même à aller valider à mettre à l'épreuve tes connaissances, tu vois, tes compétences. Est-ce que comment c'est vécu de l'intérieur de la communauté, tu penses, de quelqu'un qui en bénéficie ou qui y participe? Alors pour le moment c'est vrai que la communauté elle est encore relativement jeune. C'est quelque chose sur lequel on est encore en train de travailler, mais c'est, je pense, un moyen en fait de pouvoir mettre à profit en fait l'expérience qu'on a acquis au bénéfice des autres en fait, dans un premier temps. Parce que c'est quelque chose qui peut servir pour par exemple des juniors qui sortent de l'école et qui disent nous on peut mettre à profit tout ce qu'on connaît à peu près sur l'agilité, afin que justement c'est des choses qui puissent vous servir quand vous irez chez un client, des choses comme ça, parce que on parlait justement des multi-compétences d'un dev qui doit être maîtrisé, plein de techno et tout ça. S'il y a quelqu'un qui sort de l'école qui sait pas vraiment ce que c'est l'agilité ou qui a pas vraiment pratiqué, c'est des pieds à l'étrier qu'on peut donner déjà pour faciliter l'insertion chez un client par exemple. Alexis, du coup, est-ce que ton titre de poste c'est tech lead? Oui. C'est quoi la différence entre un tech lead et un lead dev? By the book. Le lead dev, il dev. Le tech lead, il dev pas trop. C'est vrai. Mais concrètement, si tu pouvais faire plus long comme réponse, s'il te plaît, ça m'aide. C'est un podcast. En fait, moi, je suis tech lead donc chez Neuroto. Et mon rôle, il est plus prise de recul sur l'application. En fait, je suis plutôt sur la partie cadrage, on va dire, architecture du projet, architecture technique et parfois aussi même un peu architecture fonctionnelle. Dire où est-ce qu'on va aller chercher cette information, où est-ce qu'on va la récupérer. Faire du cadrage technique en amont, donc m'assurer que toutes les API sont là, est-ce qu'elles répondent bien avec les bonnes infos, et vérifier que tout est prêt avant que le dev travaille. Le lead dev, il a un rôle un peu différent en tout cas au sein de notre équipe, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, c'est d'une entreprise à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Ah, t'inquiète, je reposerai la question à d'autres personnes, j'aurai d'autres réponses. Exactement, on est d'accord. Le lead dev chez nous, il est plus
accompagnement des développeurs sur la revue de code. Alors chez nous, toute l'équipe fait de la revue de code, et pas que le lead dev, tout le monde participe. C'est-à-dire que le tech lead il est plus dans le plan et le lead dev il est plus dans le build. Dans le build, exactement. Okay. C'est vraiment ça. Le lead dev, son rôle, il est plus d'aller challenger le code, la façon, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quelle bonne librairie on va utiliser, par exemple, tout ça, est-ce qu'on utilise ou est-ce qu'on n'utilise pas de librairie, voilà. Et moi, je suis plus en recul, prise de recul, après challenger justement l'équipe sur la performance ou des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment. Je comprends. Ouais, ça a du sens. Mais est-ce que ça change d'un client à l'autre ou c'est vous qui poussez un peu ça chez le client? Alors, ça change un peu d'un client à l'autre, je pense. Ok. Mais la question du coup, c'est est-ce que la communauté, elle te permet de prendre cette posture de tech lead, tu vois? Est-ce qu'elle te légitimise dans cette posture-là après? Alors, est-ce que je suis légitime? Ça, c'est pas à moi d'y répondre, je pense. Ouais. Mais alors, est-ce que tu t'auto-détermines en tant que, est-ce que tu te sens à l'aise? Moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans cette posture parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que je pratique depuis plus de 10 ans, d'être leader de communauté. Aller, voilà, moi, parler devant les gens, présenter un sujet technique que je maîtrise même pas forcément des fois. Ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien puisque j'adore, c'est quand tu vas présenter un sujet technique et quelqu'un va venir te poser une question à laquelle t'arrives pas à répondre. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. C'est super challengeant même. Tu te dis, en fait, ouais, je suis tech lead, mais comme les autres, je suis pas la science infuse, donc j'ai pas toutes les connaissances. Ouais. Et ça, ouais, j'aime bien. Et à partir du moment où je trouve que t'es légitime, enfin moi je trouve que t'es légitime dans cette posture, à partir du moment où t'es capable d'apporter des choses aux gens, mais t'es aussi capable de prendre du recul et de dire ok, je suis pas une star, je sais pas répondre à tout quoi. Donc et du coup t'es capable de le dire surtout dans ce que t'as dit, il y a deux choses, genre le fait de prendre la parole devant des gens et de restituer des connaissances ou restituer un projet ou un retour d'expérience, ça c'est une compétence à part entière, prendre la parole devant en public et restituer. Mais tu dis pour toi il y a une qualité qui est d'être humble pour apprendre et pour créer un lien aussi, parce que j'imagine que si t'as pas cette qualité d'humilité, tu te mets pas à la portée des gens avec qui tu échanges, et du coup t'es dans une tour d'ivoire, tu descends pas il y a pas d'échange quoi. Je vais reprendre une phrase de Kevin qui est pas là, mais qui l'a déjà dit dans une vidéo, il me semble, sur Wheel of Dev. Ouais. Je suis le tech lead, mais dans mon équipe, j'ai des développeurs qui savent plus de choses que moi sur certains sujets. Ah ouais. Voilà. En même temps, ils sont dedans tous les jours. Exactement. Ouais, ok, cool. En vrai, c'était chouette. En fait, c'est ça. C'est nous dans notre posture, on n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent travailler. C'est dans les deux sens. Ouais. C'est nous on montre quelque chose et les gens qui participent ont aussi des choses à nous apporter. Et je pense qu'ils ont même plus de choses à nous apporter que nous de choses à leur donner. C'est ça. C'est surtout ça le but des communautés. C'est d'échanger. Un agiliste, c'est aussi là pour c'est un enabler dans la mesure où il active des choses que le client, enfin dans l'équipe où l'équipe pourrait faire des choses, et ton rôle à toi c'est d'arriver sur l'équipe qui est déjà en route et de lever des barrières ou de leur permettre de faire des choses. C'est ça un enabler, vous le vivez comme ça? Ouais, puis ça. Je pense aussi que le fait qu'on soit animateur de communauté, ça veut pas dire qu'effectivement on est expert sur le sujet, et du coup vu qu'on est expert, c'est à nous d'animer le truc, mais c'est qu'on est peut-être aussi sur des profils où en fait on est capable de fédérer des gens autour d'un sujet, d'être moteur sur certains sujets pour créer quelque chose, une émulsion, et c'est aussi ça en fait qui fait que peut-être c'est le rôle d'animateur quoi, mais sans qu'on soit forcément expert sur un sujet. Et alors du coup comment chez Unis vous avez développé cette posture-là? Enfin, quel a été votre parcours? J'imagine au début vous avez commencé par faire de la presta tous. Ouais. Et à quel moment où tu vois, est-ce qu'il y a une décision de carrière ou une série de décisions de carrière qui t'amène à être dans cette posture-là où t'as un rôle plus d'animateur, où t'as un rôle de plus de leader de communauté? Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous n'êtes pas encore en train de faire de la presta? Ou toi peut-être que c'est juste un choix au final, je veux dire vous auriez pu rester, vous auriez pu continuer à faire la presta ou développer une expertise en particulier par exemple. Alors, justement, on continue à faire de la prestation. Ouais. C'est bien un rôle qu'on a en plus en interne. Et ce qui nous a amené vers ça, c'est en tout cas pour l'agilité, c'est des opportunités chez les clients. Non, c'est le parcours qu'on a eu en fait dans notre prestation. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'étais dev. Je suis arrivé dev et puis petit à petit,
par affinité, avec le métier, on a des nouvelles responsabilités qui moi m'ont amené vers le rôle de Scrum Master. J'en charge un peu sur le rôle de PO et de Scrum Master. Ouais. Et on a développé une aisance sur le fait, c'est ça, c'est de travailler sur les compétences que les gens ne s'attribuent pas en fait. Ouais. Ils ont des compétences, ils le savent pas, ils les exploitent pas. Nous, de vue de l'extérieur, on dit si tu es compétent sur ce domaine-là, vas-y. C'est toi qui es pertinent là-dessus, plus que effectivement, comme tu le disais, sur le rôle de tech lead. Des fois, toi t'es plus sur ce domaine-là, t'es plus compétent, donc c'est à toi de porter ce sujet. Ouais, donc c'est les uns les autres, vous donnez ce regard bienveillant et vous faites progresser les uns les autres. Ouais, en fait, nous, je parle dans le cas de Nico et moi, on a eu, en fait, je pense que c'est à la fois un concours de circonstances, d'opportunités, parce qu'en fait, on a vécu une transformation chez un client et il y a entre guillemets, il y a des, je vais pas dire qu'il y a des postes qui se sont ouverts, mais il y a eu des rôles en tout cas qui se sont ouverts et soit il y a un rôle qui était pressenti pour certains, soit c'était tiens, moi l'agilité ça m'intéresse, j'ai envie de me lancer. Le client a dit OK, on vous fait confiance, go. Mm-hmm. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait en fait. Et nos expériences sont plutôt bien passées. Et du coup, je pense que ça s'est confirmé comme ça. Et vu qu'en gros, ça a bien marché, quand on a eu une sollicitation sur le fait de créer une communauté, c'est aussi comme ça que ça s'est avéré en fait. Le fait d'avoir les concours de circonstances, les succès et tout ça qui se sont faits, ça a contribué à ça. Ouais, c'est cool. Du coup, Nicolas, tu m'as tendu un peu une perche pour passer sur le quatrième thème. C'est quoi l'expérience des candidats quand ils arrivent chez Unis? Toi, comment ça s'est passé ton recrutement? Déjà, comment t'as pris contact la première fois avec l'entreprise? Alors moi quand j'ai fait mes études à Amiens et mes dernières études je les ai fait en alternance dans une petite boîte. On était 200-300. J'étais à la DSI. Alors quand j'ai dit DSI, on était deux, ma chef et moi, et ça marchait super bien. Il y avait un bon dialogue et j'avais une proximité avec la direction générale, les RH, tout ça, parce qu'on travaillait vraiment dans des bureaux côte à côte. Et après mon alternance, je suis arrivé à Lille et j'ai cherché, en sortant d'école, une boîte. Donc j'ai envoyé mes CV un peu partout. Et dans les différents entretiens qu'on peut avoir, des fois on a des très grosses boîtes généralement. Enfin moi c'est mon ressenti personnel. Ouais. Où on est reçu, on passe un entretien, on nous pose des questions, on a des questionnaires, on est convoqué un troisième entretien. Et dans l'eau des CV que j'ai envoyés, j'en ai envoyé à Unis. Et quand j'ai fait mon premier entretien, j'ai dit tiens, c'est pas pareil que les autres entretiens que j'ai pu faire. Mm-hmm. Je me sentais plus à l'aise. Je suis arrivé un peu stressé comme à tous les entretiens. Et là, passé les 5-10 premières minutes, j'ai l'impression de parler à une personne normale, quoi, faire un échange. Ouais. Et puis à la fin de l'entretien, dit OK, on va faire juste le deuxième entretien. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit comme pour les autres boîtes dans 2 semaines. Puis non, c'était 3 jours plus tard. Puis 3 jours plus tard, je crois que je devais rencontrer Arnaud, qui est notre DG. Puis ça s'est bien passé. Puis la semaine d'après, il me faisait une offre et moi je pouvais pas dire non parce que ça s'était super bien passé. J'étais à l'aise. Et tous les autres processus d'entretien tous les autres processus de recrutement qui étaient en cours, pour moi, je savais que c'était non, c'était forcément Unis. Quand j'étais jeune diplômé, j'ai un copain qui s'est fait renvoyer avant le premier entretien parce qu'il avait raté le test de cognitif, c'est genre un test où tu mets des cartes ensemble, etc. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment la recruteur se rappeler. Non, j'ai juste pas assez intelligent pour que je ressens l'entretien. Et ce que je veux dire, c'est que il y a cette notion des fois, l'entreprise, elle construit son process d'entretien comme si c'était une course de haies, tu vois, avec des barrières, mais ça développe pas ta confiance en toi et on te met pas à l'aise. Là, du coup, dès le premier entretien, Unis déjà, ils ont brisé la glace pour que tu sois à l'aise. Et puis t'avais cette sensation là que on te renvoie une bonne image de toi et que t'allais progresser, quoi. Et aussi un point que j'ai pas abordé, c'est que dans les autres processus de recrutement où j'avais pu aller un peu loin, où on m'avait déjà dit OK, du coup justement il y a un client, faudrait que tu le rencontres dans 2 semaines.
Du coup, je comprenais pas parce que j'étais pas recruté, mais j'allais déjà voir un client. Chez Unis, on m'a dit bêtement, j'ai posé la question. Du coup, je vais aller où? Je dis on sait pas. Enfin, on t'a pris, t'as envoyé un CV, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Le client, on le trouvera, on va le chercher. Ouais. Déjà, viens chez nous. Et j'ai fait un peu d'intercontrat à l'agence. Quand c'était tout petit, qu'on était les uns sur les autres, mais ça s'est bien passé. Ça, c'est ce qu'on appelle le recrutement sur profil. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui t'ont fait rencontrer le client avant de te recruter ou pas? Alors j'ai jamais rencontré le client parce que Ouais. je comprenais pas. C'était abstrait pour moi. Je voyais pas. Et heureusement qu'Unis est arrivé avant. J'ai compris ce que c'était qu'une boîte où on se sent bien, une petite boîte où on connaît les gens et où on nous fait confiance. Alors, du coup, c'est intéressant parce que ce que vous avez tout à l'heure, on parlait de votre parcours chez Unis, et effectivement, il y a cette notion-là où on vous a donné l'opportunité de faire des faits d'armes, on vous a renvoyé la communauté, vous aide à développer votre confiance en vous et à vous améliorer, à grandir. Et donc ça, le processus de recrutement chez Unis, il correspond à cette expérience qu'on a dans l'entreprise après aussi. Ouais, complètement. Moi, je me souviens de l'entretien que j'avais fait. Alors, c'était pas vraiment pour du recrutement, c'était pour un stage d'abord, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études chez Unis. C'était un stage en pré-embauche qui s'est concrétisé après. Et je me souviens que il y avait peut-être moins d'attente sur un recrutement d'un confirmé. Là, c'était on prenait un stagiaire. Mais en fait, l'entretien, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, moi j'étais sûr que j'allais travailler chez Unis, alors que j'avais rien de sûr du tout. C'était moi qui mettais ça dans la tête. T'avais envie, quoi. J'avais envie, carrément. Et en fait, l'entretien, honnêtement, j'avais quasiment rien préparé. Et je me suis dit, je vais avec la fleur au fusil, et puis on y va. Et en fait, comme disait Nico, c'était un échange. C'était un échange en fait avec Fanny, et qui est notre responsable RH. Et du coup, en fait, c'était quelque chose de hyper naturel, même si effectivement derrière il y avait des petites questions pour connaître un peu plus la personne que j'étais, mais c'était pas quelque chose de hyper carré, dans le sens où c'était pas des questions qu'est-ce que tu peux apporter, machin, je sais pas, c'était du coup dans l'approche en fait de l'entretien, quelque chose de complètement naturel et qu'on retrouve après en fait dans les échanges qu'on a dans la boîte. J'imagine dans le processus d'entretien, vous avez pas des exercices d'algorithmie sur tableau blanc. Non. Alors effectivement, il y avait un premier entretien qui est plus centré sur le savoir-être, la personne, comment elle se sent et tout ça. Et après, effectivement, une petite partie technique. Mais moi, j'étais stagiaire, donc c'est pas hyper poussé, mais c'était en gros, ok, si tu veux faire du Java chez nous, est-ce que au moins tu sais ce que c'est, tel truc, quoi. Ça va à peu près si tu maîtrises à peu près le sujet, quoi, de savoir si on parle à peu près le même langage, quoi. Et toi, Alexis, pour les front-end d'aujourd'hui, c'est quoi le processus qui est mis en place? Est-ce qu'il y a une mise en situation? On code un peu? Exactement le même process, en fait. Ouais. Moi, j'ai passé les entretiens chez Unis de la même manière que eux l'ont passé il y a 10 ans. J'ai un premier entretien RH où on discute, on échange, on fait connaissance, on essaye de voir la personnalité si ça colle, moi de voir si l'entreprise elle colle aussi à ce que j'attends et à ce que de l'entreprise. Ouais. Et une fois que cet entretien-là est passé et que tout le monde se sent bien et que la discussion est bien passée, j'ai eu un deuxième entretien un peu plus tech où il y avait 2-3 questions. C'était pas vraiment des questions tech, c'est plutôt un échange, on va dire, autour du métier. Donc dire qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui, quels sont les technos, qu'est-ce que tu connais, et c'est pas vraiment genre des questions très ciblées où il faut répondre, où il faut aller corriger un algorithme qui est cassé ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, donc non, c'était pas du tout ça. Et c'est des questions de mise en situation, genre qu'est-ce que tu fais là-dedans, pourquoi tu préfères telle solution ou telle solution. D'échange d'opinion. Échange d'opinion, c'est plutôt ça, discuter, c'est plutôt ça. Et le recrutement aujourd'hui, il est le même. Il n'y a pas de questionnaire à répondre. Et toi aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de qualifier des personnes ou d'être examinateur? Oui, moi je reçois, je fais passer des entretiens à tous les développeurs. Alors qu'est-ce que tu recherches chez un candidat ou une candidate? Alors moi, ce que je recherche, c'est plutôt un mindset, quelqu'un qui a une philosophie. Par exemple, le profil, on va pas regarder déjà le diplôme. C'est pas quelque chose que je regarde. Je regarde pas son diplôme. Bac plus 5, bac plus 3, bac plus 2. Je fais pas vraiment attention parce que surtout dans nos métiers de front en JS, on sait qu'il y a beaucoup d'autodidactes, de gens qui aiment bien, qui apprennent ça tout seuls. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites en ligne pour apprendre à faire ça.
Moi, ce que je regarde, c'est la motivation de la personne. Est-ce qu'elle est motivée, voilà, son envie d'apprendre, parce que dans ce métier-là, ça change tous les jours. Donc, ce qui est hyper important, c'est ça, c'est est-ce que tu as envie d'apprendre? Parce que si t'as pas envie d'apprendre et que t'es pas en veille, tu regardes pas ce qui se passe autour de toi, dans ce métier-là, tu vas vite être largué, et donc ça va devenir compliqué pour toi par la suite, si t'es pas quelqu'un qui est intéressé, on va dire, par le métier. Moi, je regarde ça, la passion de la personne pour le métier et ce qu'elle fait. Et en vrai, dans l'entretien, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'elle va me faire transpirer de son expérience, même si c'est des... je veux dire, dans l'équipe aujourd'hui, j'ai 4 juniors. Ces 4 juniors, même s'ils n'avaient pas d'expérience, et ben, dans l'entretien, j'ai ressenti que, ok, dans leur parcours qu'ils avaient eu au cours de l'école, ces choses-là, ils avaient fait des choses personnelles qui les avaient intéressés en dehors de l'école, ces choses. En fait, du coup, j'ai l'impression que tu cherches à savoir si c'est des personnes que tu vas arriver à coacher, à faire grandir Exactement, c'est ça. Et ce que je vois aussi dans ce que tu dis, c'est que en fait, j'ai déjà lu des gens qui disaient la caractère. Ce que je cherche chez un candidat, c'est un candidat qui soit coachable. Mais j'ai l'impression que c'est pas un skill d'être coachable. J'ai l'impression que ce que tu cherches, c'est voir si tu vas arriver à créer la relation avec cette personne-là pour la coacher, quoi. En fait, ce qui est difficile en recrutement, c'est quand tu recrutes quelqu'un qui a ses idées, qui a arrêté, qui a développé depuis 10 ans, qui a toujours fait comme ça. Souvent c'est une relation qui est difficile. Et du coup, ça, moi, j'ai du mal. Par contre, si t'es quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, qui a une expérience comme toi, mais qui est à l'écoute, se dit ok, qu'est-ce que vous faites, qui s'intéresse, ok, quelle techno vous utilisez. Tu sais que vous allez à un moment pouvoir accorder les violons, quoi. Voilà. Alors que moi, si le discours commence par moi j'ai fait comme ça, j'ai fait ça toute ma vie, c'est comme ça que je dev, machin, ça m'intéresse moins. Ouais. Ça m'intéresse moins. Je comprends. Même avec les monteurs, les gens qui partent sur Final Cut, c'est le meilleur truc. C'est pas grave, on travaille un peu ensemble, quoi. Ok. Moi, je vois bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier sujet, genre est-ce que vous avez un dernier thème que vous voulez aborder à propos d'Unis, ou est-ce que vous avez une tribune que vous voulez tenir sur We Love Devs? La question piège. Une tribune, ça peut être un peu tout n'importe quoi. Genre, est-ce que t'as un message, un truc à déclarer? C'est très large. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez dire sur Unis qui est importante pour vous, par exemple? Alors moi, c'est un ressenti personnel, mais j'ai fait différents clients. Forcément, j'ai eu différents collègues qui étaient aussi en prestation dans d'autres boîtes, et on voit pas mal de turnover. Et en fait, parce que on dit souvent l'herbe est plus verte ailleurs et tout ça, il y a des gens qui ont besoin de changer tout ça. Moi perso, ça va faire 10-11 ans, je sais plus exactement, que je suis chez Nice. J'ai jamais ressenti en fait le besoin d'aller voir ailleurs, parce qu'en fait j'ai jamais eu de raison de partir en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est important. Surtout d'autant plus maintenant, en fait, j'ai l'impression que la culture d'entreprise, je sais pas si c'est notre génération, la nouvelle génération, mais ça existe quasiment plus en fait. Et donc voilà, moi c'est un ressenti perso. En fait, tant qu'on me donne pas de raison de partir, j'ai pas besoin de partir, j'ai pas de raison de partir. Ouais. Et en fait, en tout cas, chez Unis, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc voilà, ce que je pouvais. Ça vous a inspiré ou pas? Moi, je suis relativement d'accord avec Jean-Charles. Hein. C'est vrai que quand on peut discuter avec d'autres personnes qui sont dans d'autres ESN, alors toutes les ESN ne sont pas mauvaises. Il y en a qui sont proches, sont très bonnes aussi. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup dire je crois que tu l'as un peu dit tout à l'heure, Jean-Charles. Vous faites ça chez vous? Vous faites ça chez vous? Ouais. Toi, tu fais pas comme ça? Non. Je vais peut-être postuler alors. Mais on n'a pas de vraie raison de partir en fait. Enfin, si on pourrait aller chercher un meilleur salaire, parce que c'est un peu celui qui offrira le plus. Mais ce qu'on va gagner en salaire, on a peur de le perdre ailleurs, et notamment sur la proximité avec ses collègues, avec sa hiérarchie. Sur le climat en fait de travail qu'on peut avoir. Et la confiance qu'on peut avoir avec son commercial. Après moi je dis souvent qu'on est un peu acteur de l'ambiance, de notre climat de travail. Enfin, si on n'est pas bien dans quelque chose, c'est à nous de travailler aussi dessus. Enfin, c'est pas quelque chose, on doit pas être attentif. On doit pas forcément attendre toujours des choses. C'est à nous de provoquer des choses, que ça soit sur l'ambiance de travail, sur plein de choses, quoi. On va faire la recette. Là, je sens que vous êtes chaud pour faire la recette. La recette du bonheur des techs selon Unis.
On met quoi dedans? On met cette ambiance. Quel mot on met sur cette ambiance? C'est une ambiance bienveillante, confiance. Ouais. Moi, je pense que bienveillant, c'est le terme. Ouais. Parce que j'ai eu des expériences où effectivement la bienveillance elle était là. Attends, déjà, est-ce qu'on va faire un gâteau, un cocktail? C'est quoi la recette là? Vous avez envie de faire quoi? C'est quoi le plat ou le qu'est-ce que vous mangez ou qu'est-ce que vous buvez quand vous partagez un moment? Souvent, quand on boit, c'est de la bière. C'est de la bière. Ok. Donc là, on va faire la bière Unis. J'imagine on commence par mettre du houblon dedans, c'est ça? Ouais, je pense que c'est la base. Le houblon, du coup, ça va être ce climat de bienveillance. Ouais, de regarder l'autre sous son meilleur jour toujours. Ouais. Alors, je vais quand même dire, moi bienveillance c'est un terme que j'aime pas trop parce que il est souvent trop utilisé voire mal utilisé. C'est pas les bisounours non plus. Hein. Voilà. à bienveillance, moi je préférais confiance. Confiance, ouais. Plus confiance que bienveillance. Ouais, bah si tu veux, on peut mettre, on met le houblon, c'est la confiance entre les collègues. Ouais. Entre les collaborateurs et les collaboratrices. C'est vrai que la confiance elle est importante dans l'entreprise. Moi je suis arrivé il y a 1 an et demi. Au bout de 3 mois, j'avais presque les clés de la baraque. Tiens, vas-y. Ouais. T'as eu cette sensation-là, c'est que on te fait venir chez Unis pour que tu montes un projet, on te fait confiance dès le début. Voilà, quoi. dès le début. Moi, j'ai jamais eu à me justifier en fait chez Unis. En fait, c'est ça. T'as pas à prouver pour avoir. Il faut genre moi j'aimerais bien faire ça. Prouve-moi que ça va marcher. Non, c'est tu veux faire quelque chose. Tiens, on te fait confiance. Vas-y, essaye. Je suis complètement d'accord avec toi parce que encore justement quand on était à l'afterwork cette semaine, il y a Arnaud qui nous disait pour la communauté agile, vous avez carte blanche. Donc c'est vraiment preuve de, si c'est pas de la confiance, je sais pas ce que c'est en fait. Parce que de cette confiance découle effectivement une autonomie, une reconnaissance professionnelle aussi. Indirectement, je pense que oui quand même, ouais. Et cette confiance te permet de progresser, d'aller à ton rythme. T'es aussi à l'aise pour faire des erreurs ou reconnaître des erreurs, quoi. Oui, parce que on reste des humains, donc on fait tous des erreurs. Mais en tout cas. Ouais, donc le gros houblon, c'est la confiance. Qui a des goûts de reconnaissance, des goûts d'autonomie, des goûts d'initiative et d'entrepreneuriat un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Ok, cool. Est-ce qu'on rajoute un malt, quelque chose qui va donner du goût à cette bière L'ambiance. Ouais. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Une bonne ambiance au-delà de ça, ouais, c'est la vie d'agence. Ouais, la vie d'agence, ouais. C'est important. Les moments collectifs, c'est ça, c'est l'épice. En fait, c'est ça. Ce qui est important là-dedans, c'est en fait les ESN souvent, comme on dit, on est en prestat chez des clients. En fait, on a souvent pas ce sentiment d'appartenance à l'entreprise quand on est mis chez des clients, des choses comme ça. Là, en fait, tout est fait pour qu'on ait un sentiment d'appartenance à Unis et non plus à Unis qu'à notre client en tout cas. Et ça, c'est hyper important, je trouve, parce que il y a toujours quelque chose qui est fait pour nous créer du lien. Voilà, des afterwork, là les communautés qui nous regroupent un peu plus souvent du coup. Puis aujourd'hui avec le Covid, il y a du télétravail partout. En fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que au lieu de télétravailler, si tu bosses pour ton client, tu peux faire le télétravail depuis l'agence si tu as envie pour le client. Donc du coup, il y a même des gens du coup qui viennent à l'agence pour bosser pour leurs clients au lieu de rester en télétravail chez eux. Du coup, ça permet de créer du lien aussi, de voir les gens. C'est aussi intéressant. Donc là, l'ambiance, elle va au-delà de ça. C'est plus qu'une ambiance, c'est pour ça que ça marche bien comme une épice, c'est-à-dire qu'elle vous suit partout. C'est vrai que dans le discours depuis le début, tu mentionnais que les collaborateurs d'Unis, même chez Eurotunnel, tu les reconnaissais, quoi. Ouais. J'ai l'impression, est-ce que vous avez un signe de gang ou c'est tous le polo on a un par jour de chaque couleur. Cette diversité de clients aussi vous donne le confort de pouvoir faire des choix de mission qui correspondent à vos carrières aussi ou qui correspondent à vos projets de carrière, c'est ça? Là, c'est l'accompagnement en fait. On a le droit de ne pas se plaire chez un client. On a le droit de demander à changer. Il y a suffisamment de clients et d'opportunités chez Unis pour beaucoup d'écoute. Là-dessus, il y a beaucoup d'écoute. Ouais, donc l'accompagnement, l'écoute, ça va être l'eau dans notre bière. On en met beaucoup. Ouais. On va noyer tout. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement en fait à chaque changement de client ou à chaque entretien annuel. Est-ce que déjà ça te plaît toujours ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de voir autre chose? Si oui, comment on peut t'y amener? Et après, du coup, quand il y a des changements de mission, il
il y a des fiches de profil des fiches de mission qu'on nous propose. Et on a, alors dans une certaine mesure, la possibilité de dire ça non, ça m'intéresse pas trop, je me vois pas trop là-dedans ou des choses comme ça. Et du coup, c'est pas là t'arrêtes telle mission, la semaine prochaine tu vas faire tel truc. C'est pas imposé. Alors forcément, il y a des entretiens qui sont faits chez les clients, mais on a quand même cette possibilité de dire ça au contraire, ça je suis super motivé, t'as bien ciblé ce que je voulais, ou au contraire ça ce que propose le client ou ce que tu me proposes, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Et j'imagine que là maintenant cette bière là on va la faire maturer, on va maturer le brassin. Ce qui permet d'infuser et de lier tous ces éléments, c'est la proximité finalement. Ouais. Parce qu'en fait, on en a un peu parlé tout à l'heure. En fait, chez Nus, en fait, tout le monde se tutoie. Globalement, tout le monde connaît à peu près le parcours qu'on a fait. Et cette proximité, on la sent parce qu'en fait, peu importe que ce soit pour aller voir notre manager ou pour aller voir notre DG, les portes sont tout le temps ouvertes. Il n'y a pas de sujet tabou, peu importe le sujet. Hein. Donc ouais, cette proximité, elle est ouais. Une bière sur une base de confiance, épicée à l'ambiance. Avec une bonne dose on a dit, d'accompagnement. Ouais. Le tout lié par de la proximité. Ouais. Ouais, ça fait un brassin cool. C'est le brassin Unis. C'est ça, ouais. J'aime pas. Enfin, ouais, moi je trouve que ça correspond bien à ça, ouais. Plus qu'à brasser. Plus qu'à brasser. Ah, super. Le dernier mot de la fin, vous avez toujours pas d'idée qui vous est venu à l'esprit? Le dernier mot de la fin. Jean-Charles, tu l'as déjà dit. Nicolas, Alexis, est-ce que vous voulez dire un mot de la fin maintenant? Venez pousser les portes de Nice. Ouais, très cool. Alexis? Venez comme vous êtes, comme chez McDo. Super. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne YouTube de Wheel of Devs. Pensez à vous abonner, bien sûr. Pensez à laisser un commentaire. Hein. Les personnes qui sont dans la pièce répondront aux commentaires. S'ils répondent pas, on les appelle de manière générale pour qu'ils répondent. N'hésitez pas à leur poser vos questions en commentaire. Et bien sûr, pensez à parler du podcast. Pensez à parler de la chaîne YouTube autour de vous. Ça nous fera très plaisir. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.